Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour répondre au discours du trône qui a été prononcé dans cette enceinte le 23 septembre 2020 par Son Excellence Julie Payette, gouverneure générale du Canada, au nom du gouvernement. Le discours exposait les priorités du gouvernement présentées en 4 domaines. Protéger les Canadiens contre COVID-19, aider les Canadiens à faire face à la pandémie, reconstruire en mieux, un programme de résilience pour la classe moyenne et le Canada pour lequel nous nous battons. Je dois dire que j'ai été extrêmement déçue par le manque d'attention accordée à l'agriculture canadienne dans le discours. Le gouvernement parle fréquemment de son engagement en faveur de l'agriculture, mais le secteur ne semble jamais faire partie de ses principales priorités. Pour moi, cela est insoutenable, étant donné l'importance de l'agriculture dans la vie quotidienne de tous les Canadiens, et surtout maintenant, compte tenu des problèmes mis en évidence par la pandémie de COVID-19. En outre, l'agriculture est intrinsèquement liée à de nombreux autres domaines, notamment le changement climatique et l'environnement, l'économie, les ressources naturelles, le commerce international, les relations intergouvernementales, le développement économique rural, la santé, l'innovation et l'industrie, les transports, etc. Bien que l'agriculture continue d'être une force motrice au Canada, le gouvernement actuel a continué de négliger le secteur en omettant de mentionner l'agriculture dans les discours du trône de 2019 et de 2020. Aujourd'hui, je soulignerai plusieurs problèmes auxquels le secteur agricole et les collectivités rurales continuent de faire face. Il s'agit de questions qui, je l'espère, figureront sur la liste des priorités du gouvernement au cours de la présente session parlementaire. Concernant les objectifs Barton, en 2017, le Conseil consultatif sur la croissance économique du gouvernement, présidé par Dominic Barton, a identifié l'agriculture comme un secteur clé pour la croissance potentielle. Le rapport Barton a fixé comme objectif de faire passer les exportations agroalimentaires du Canada de 55 milliards de dollars en 2015 à au moins 75 milliards d'ici 2025. De nombreux acteurs du secteur se sont fixés un objectif encore plus élevé, à savoir 85 milliards de dollars. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, nous devons mieux promouvoir l'agriculture canadienne sur la scène mondiale. Dans ce rapport de 2019, le Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts a fait plusieurs recommandations au gouvernement sur la manière de développer notre secteur alimentaire à valeur ajoutée, ce qui donnera un énorme coup de fouet à notre industrie et nous aidera à atteindre les 75 milliards d'ici 2025. Il est évident que l'agriculture peut véritablement être un moteur de l'économie canadienne et peut nous aider à nous remettre de la pandémie, mais seulement si nous le permettons. Pour ce faire, ce gouvernement doit donner la priorité à l'agriculture, tant aujourd'hui qu'à l'avenir. Je ne peux qu'espérer que le gouvernement voit cette opportunité et l'utilise à l'avantage de tous les Canadiens. Concernant le commerce international, l'agriculture canadienne fait partie intégrante de nos relations commerciales internationales. Nous avons de nombreux partenaires commerciaux importants qui s'intéressent à nos produits agricoles. Récemment, le gouvernement a engagé ou conclu des négociations sur de nombreux accords commerciaux, notamment le CPTPP, l'AECG et l'ACUSMA. Ces accords commerciaux étaient destinés à profiter à l'agriculture, et pour la plupart, ils le font. Cependant, certains secteurs ont été lésés par ces accords. Par exemple, nos secteurs soumis à la gestion de l'offre, à savoir les industries laitières et du poulet, n'ont toujours pas reçu toutes les compensations que le gouvernement leur avait promises en échange de la perte d'une partie de leur marché. Dans le cas de la ECG, les Européens ont tiré pleinement parti des marchés canadiens pour de nombreux produits, en particulier le fromage. Malheureusement, les Canadiens n'ont pas pu exporter leur viande en raison de réglementations différentes. En même temps, nous avons été confrontés à des différends commerciaux sur la scène internationale, notamment avec la Chine. La Chine a cessé d'accepter le canola, le bœuf, le porc et d'autres produits canadiens. Je suis conscient que le gouvernement travaillait dur pour résoudre le différend avec la Chine, et j'ai interrogé le représentant du gouvernement au Sénat sur ces différends. Pourtant, nous voyons toujours ces problèmes avec la Chine. Nous devons chercher ailleurs pour combler ces lacunes. Si le maintien de nos relations commerciales fait partie intégrante de notre économie, nous devons en même temps nous diversifier pour que le Canada ne dépende pas d'un seul marché pour ses exportations. J'aimerais profiter de cette occasion pour demander au gouvernement de tenir sa promesse d'indemniser les agriculteurs touchés par ces accords commerciaux. Ils ne peuvent pas continuer à s'attendre à des promesses vides de sens. J'espère que le gouvernement sera prudent et qu'il ne conclura pas d'accords qui nuiront davantage aux producteurs alimentaires. Concernant les barrières commerciales interprovinciales qui existent dans notre pays, cela constitue un autre sujet de préoccupation pour l'industrie agricole. Au début de cette année, j'ai posé une question à ce sujet aux représentants du gouvernement au Sénat.
et elle a également été abordée dans le rapport de l'année dernière du Comité sénatorial permanent de l'agriculture et des forêts, intitulé « Fabriqué au Canada ». Faire augmenter le secteur de valeur ajoutée du Canada. J'ai été heureux d'entendre dans le discours de cette année que le gouvernement cherchait à éliminer les derniers obstacles entre les provinces pour un libre-échange intérieur complet. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance des relations commerciales intérieures et j'espère que le gouvernement agira rapidement pour régler ce problème. Il est franchement choquant de constater qu'il est plus difficile de transporter des produits agricoles au-delà des frontières provinciales et territoriales que de le faire traverser les océans. Je sais que ces difficultés sont dues en grande partie à des réglementations incohérentes et à des formalités administratives inutiles, mais sans pouvoir tirer pleinement parti de notre commerce intérieur, nous ne pourrons pas non plus réaliser notre plein potentiel sur les marchés internationaux. Concernant l'accès à la large bande dans les zones rurales et isolées, une frustration majeure que j'ai entendue à maintes reprises de la part des habitants de nos communautés rurales est justement l'accès limité à un Internet haut débit fiable. À notre époque, il est inacceptable qu'un si grand nombre de nos régions rurales et éloignées ne soient pas connectées, ce qui entraîne inévitablement d'autres désavantages. Cela empêche les agriculteurs d'utiliser des technologies intelligentes, cela encourage les jeunes à quitter leur communauté et cela affecte de manière disproportionnée les populations autochtones. Une fois de plus, ce problème a été exacerbé ces derniers mois car COVID-19 a mis en ligne un grand nombre de nos activités habituelles, travail, école, clubs, groupes sociaux. Une fois de plus, le discours du trône de ce gouvernement a promis d'investir dans les infrastructures à large bande en milieu rural. Les communautés rurales, isolées et nordiques ne devraient pas être obligées d'attendre plus longtemps pour avoir un accès adéquat à l'Internet en 2020. Elles attendent depuis 6 ans sous ce gouvernement et elles continuent d'attendre aujourd'hui. J'espère que les promesses du gouvernement se concrétiseront au cours de cette législature. Concernant les exploitations agricoles, une autre préoccupation est l'intrusion dans ces exploitations. Bien que nombreux citadins n'aient pas entendu parler de ce problème, il s'agit d'une préoccupation majeure pour l'industrie agricole. Des protestateurs et des activistes sont entrés par effraction dans des fermes de différentes provinces pour manifester leur désarroi face à l'industrie de la viande. Bien sûr, ils ont le droit d'exprimer leurs opinions, mais ils ne devraient pas avoir besoin d'entrer par effraction pour le faire. Non seulement cette situation est stressante pour les agriculteurs, leurs familles et les animaux dont ils s'occupent, mais elle entraîne des risques majeurs en matière de biosécurité. L'arrivée d'un groupe de personnes qui ne suivent pas les procédures de biosécurité appropriées à leur entrée dans l'exploitation présente des risques sanitaires pour les animaux qui sont censés protéger. En outre, il y a eu de nombreux cas d'animaux blessés. Dans un cas, une truie effrayée a accidentellement piétiné certains de ses porcelets en raison de la panique provoquée par le bruit et le stress. Dans plus d'une situation, des manifestants ont volé des animaux vivants ou les corps d'animaux morts. En juin de cette année, le gouvernement de l'Ontario a adopté un projet de loi traitant de cette question et j'ai hâte de voir comment il fonctionnera en pratique. Je pense qu'il est également possible d'agir au niveau fédéral. En fait, un projet de loi d'initiative parlementaire a été présenté à l'autre endroit et j'attends avec impatience de voir ces mesures législatives débattues dans les 2 chambres du Parlement. Concernant le changement climatique, le premier ministre, par l'intermédiaire de la gouverneure générale, a fait du changement climatique la pierre angulaire du plan du gouvernement. Comme l'agriculture et le changement climatique sont intrinsèquement liés, j'ai été heureux d'entendre que le gouvernement reconnaîtra les agriculteurs, les forestiers et les éleveurs comme des partenaires clés dans la lutte contre le changement climatique et soutiendra leurs efforts pour réduire les émissions et renforcer la résilience. Le changement climatique affecte l'agriculture de nombreuses manières. Il y a également de nombreuses façons de la séquestration du carbone à l'agriculture urbaine, dans lesquelles l'agriculture sera un élément crucial de la lutte contre le changement climatique. Dans l'ensemble du secteur agricole, les producteurs et les transformateurs ont travaillé dur pour adopter des pratiques et des émissions durables. Cela dit, ils auront besoin du soutien des pouvoirs publics pour employer des méthodes agricoles innovantes, maintenant des pratiques respectueuses des sols et, en fin de compte, changer la façon dont l'agriculture fonctionne depuis des années. En tant que membre de longue date de la communauté agricole de l'Ontario, je suis conscient de l'importance de la santé des sols et je veux m'assurer que tous les Canadiens savent à quel point le sol fait partie intégrante de la santé du pays. Au cours des 3 décennies et demie se sont écoulés depuis le dernier rapport du Sénat sur la santé des sols en 1984, une quantité inquiétante des sols canadiens a été érodée et continue de perdre sa matière organique. Pour remédier à cette situation, j'ai l'intention de proposer bientôt que le Comité permanent de l'agriculture et des forêts du Sénat mène une nouvelle étude sur la santé des sols qui soutiendra les objectifs de ce gouvernement en matière de changement climatique.
la loi sur les obstacles au commerce. J'appuie l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais je m'inquiète des effets de la taxe sur le carbone sur le secteur agricole. La taxe sur le carbone est en vigueur au Nouveau-Brunswick, en Ontario, Manitoba et dans d'autres provinces depuis un certain temps. Elle a l'objectif honorable et important de contribuer à la réduction des émissions, mais en réalité, elle a nuit aux agriculteurs canadiens, en particulier aux producteurs de céréales. En réponse au projet de loi 206, la Fédération de l'agriculture de l'Ontario a exprimé son souhait de voir modifier la définition des machines agricoles admissibles afin de permettre l'utilisation du gaz naturel et du propane pour produire la chaleur dans les étables et pour le séchage des céréales. Combiné à la modification de la définition du carburant agricole admissible, ces mises à jour du projet auront un impact immédiat pour les agriculteurs de l'Ontario. Le gouvernement propose également une deuxième taxe sur le carbone, connue sous le nom de norme pan-canadienne sur les carburants propres. Un certain nombre de parties prenantes ont fait part de leurs préoccupations concernant cette norme. La nouvelle réglementation a suscité des inquiétudes chez les agriculteurs car elle créera des contraintes de production. Le secteur agricole comprend et soutient l'appel à l'action pour lutter contre le changement climatique. Cela dit, pour atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre, le gouvernement et l'industrie doivent collaborer. Le producteur et les transformateurs ont besoin d'appui pour passer à des initiatives plus écologiques. Ils ont aussi besoin de soutien lorsqu'ils cherchent à modifier leurs pratiques. Enfin, la COVID-19. Nous savons tous que l'année 2020 ne s'est pas déroulée comme nous l'avions prévu, en grande partie à cause de la pandémie de COVID-19. Nous ne savons pas que nous serions empêchés de nous réunir, de faire avancer les projets de loi. Ce virus a touché les Canadiens dans tout le pays et le secteur agricole ne fait pas exception. Tout au long de la pandémie, j'ai souligné l'importance du soutien du gouvernement aux agriculteurs. Alors, je ne me répéterai pas ce sujet aujourd'hui. Je suis fier de l'agriculture canadienne pour sa résilience, sa capacité d'adaptation au cours des derniers mois et même depuis plusieurs années. En ces temps difficiles, je crois que l'agriculture peut sortir de cette crise plus forte et que l'agriculture peut être le moteur économique qui aidera le Canada à passer à travers cette pandémie. Malgré les inconvénients, la pandémie nous a donné des raisons de réexaminer nos priorités et d'être prêts à tout. Je n'ai parlé aujourd'hui que de quelques-uns des problèmes du secteur agricole. J'ai déjà parlé ici de pénurie de main-d'œuvre et de nécessité d'une stratégie nationale, ainsi que la santé mentale et la prévention du suicide chez les agriculteurs. Le secteur agricole travaille dur chaque jour pour nous. Travaillons fort pour ce secteur aussi. C'est un secteur souvent ignoré par le gouvernement. Et je pense qu'il n'y a eu que de petites références à l'agriculture dans les deux derniers discours du trône. Le secteur de l'agriculture a besoin d'appui. Je vais continuer de l'appuyer haut et fort en cette chambre et à l'extérieur. J'espère ne pas être le seul. Merci. Senator Black, Ontario, will you take a question? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à une question, sénateur? Oui. Sénatrice Jaffer. Merci pour votre discours sur les défis dans le secteur agricole. Vous avez parlé des intrusions dans les fermes et l'amélioration des lois à ce sujet en Ontario. Mais la question des intrusions, c'est une question provinciale. Alors, pensez-vous qu'il est temps que le gouvernement fédéral joue un rôle pour rassembler les provinces afin de renforcer les lois sur les intrusions pour aider tous les agriculteurs? On connaît les dommages qui sont faits
parce que les lois ne sont pas assez strictes. Merci pour cette question. Oui, je crois que ce serait une possibilité pour le gouvernement fédéral de rassembler les provinces. Je pense que aussi c'est l'occasion de mettre à jour le code criminel à ce sujet. Je l'ai mentionné dans mon discours, ça donnerait l'occasion de renforcer le code criminel et ça aurait des effets partout au pays.